Est-ce que vous connaissez l'expression « les héros ne portent pas toujours de cape » ? Eh ben l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est son exacte illustration. Elle est à peine croyable et il faut le dire assez flippante, et pourtant elle est totalement vraie. Voici comment nous avons évité une possible fin du monde, et ce grâce à un seul homme. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983. Et cette nuit-là, le destin du monde va se jouer. Né en 1939 à Vladivostok, Stanislas Petrov est fils de militaire. Il entre dans l'armée en 1954, puis sort de l'académie militaire en tant que lieutenant-colonel en 1972. Il est alors chargé de la surveillance d'un tout nouveau système satellitaire soviétique. Ces satellites avaient pour rôle de détecter des tirs de missiles balistiques, pouvant potentiellement contenir une charge nucléaire. Car oui, au soir du 25 septembre 1983, on est bien en pleine guerre froide. Pour en revenir à Stanislas Petrov, ce soir-là, il est chargé de la surveillance du système à Serpokov 15, une base militaire soviétique à 200 km au sud de Moscou. Une soirée assez classique pour lui, mais à minuit 15 heure de Moscou, sa vie va basculer, et peut-être avec lui, le monde entier. En effet, une alarme se déclenche. Sur le radar, un point apparaît, et le mot « lancement » s'affiche alors sur un écran. Puis tout s'accélère. Dans la minute qui suit, l'alarme ne cesse de se déclencher, et ce sont maintenant les mots « frappe de missile » qui s'affichent sous les yeux de Stanislas Petrov. Puis 4 autres points apparaissent sur le radar. Les États-Unis viennent alors de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, stop. Pour mieux comprendre les enjeux de ce qui se passe pour notre pauvre Petrov, il faut déjà apprendre 2-3 trucs sur la guerre froide. Ça va être rapide. Tout d'abord, la guerre froide qui se déroule de 1947 à 1991 oppose le bloc de l'Ouest, pro-américain, et le bloc de l'Est, l'Union soviétique et ses alliés communistes. On découpe alors cette période en 5 parties. Bon, j'ai pas envie de vous faire un cours de collège, ça m'intéresse pas et vous non plus, mais là je suis un peu obligé. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go. Bon, donc tout d'abord ce qu'on va appeler la première guerre froide, qui débute quasi instantanément après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, 60 millions de morts, ça n'a pas suffi. C'est à ce moment-là qu'a lieu la guerre de Corée, puis vient la coexistence pacifique. C'est le moment où les blocs se figent avec la construction du mur de Berlin en 61. Puis, grosse crise. En 62, les soviétiques installent des rampes de missiles à Cuba pointées vers les États-Unis. La grosse crise diplomatique qui frôle même un affrontement direct entre les deux puissances. Puisqu'en effet, les deux stockent déjà depuis plusieurs années une grande quantité d'ogives nucléaires. Suffisamment pour détruire la planète. Et même plusieurs fois. Juste au cas où. Bon, et donc après ça, on se rend compte que, ouais, sur ce coup-là, on est passé pas loin de la catastrophe, et là, faut qu'on se calme. C'est la période dite de détente, où les États-Unis ainsi que l'Union soviétique s'entendent pour baisser leur nombre de têtes nucléaires et ralentir drastiquement leur production. C'est à ce moment-là que la guerre froide bascule sur un plan idéologique et technologique, avec par exemple le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. La période va malgré tout être marquée par un épisode sanglant, la guerre du Vietnam, qui va considérablement affaiblir les États-Unis, avec une défiance grandissante de sa population. Du coup, les Russes vont prendre un peu la confiance si on arrive à la période qui nous concerne, la guerre fraîche. Puis ensuite, la dernière période, la dissolution des blocs, la chute du mur en 89, puis la fin de l'URSS en 91. Mais revenons à notre Stanislas qui est toujours en train de se chier dessus. En 83, les tensions sont de nouveau au plus haut. On est en plein dans la crise des euromissiles qui dure depuis 1977. Pour la faire courte, les soviétiques placent des missiles le long de la limite du bloc de l'Est et les pointent vers l'Europe de l'Ouest. Du coup, réponse des Américains, ils font pareil. Et également en 79, l'URSS envahit l'Afghanistan et va foutre un bordel pas possible dans la région jusqu'à encore aujourd'hui. Quand je vous ai dit qu'ils avaient pris la confiance. Et enfin, le dernier gros incident majeur avant la soirée du 25, c'est un crash d'avion. Oui, un crash d'avion. Mais là, le plus important, c'est pas le crash d'avion en soi, c'est savoir pourquoi le crash et qui était dans l'avion. Le 1er septembre 1983, le vol 007 de la compagnie Korean Airlines, qui devait rallier New York à Séoul, avec une escale à Anchorage en Alaska, les pilotes font une erreur de trajectoire et dévient en direction de la Russie. Pas de chance, ils survolent l'espace aérien soviétique, ce qui n'est pas vraiment conseillé, surtout à un moment où les tensions sont au plus fort. L'avion, un Boeing 747, est intercepté par un chasseur soviétique, qui abat l'avion. Ouais, là, vraiment pas de chance. Bilan, aucun survivant, 269 morts, dont 62 Américains, et parmi eux Larry McDonald, un représentant politique américain. Les Soviétiques nient tout d'abord toute implication, puis admettent quelques jours après avoir effectivement abattu l'avion, mais en précisant qu'ils pensaient que c'était un avion espion. La transcription que nous venons d'entendre, Monsieur le Président, établit tout simplement que les Soviétiques ont décidé d'abattre un avion de ligne civile. Ils l'ont abattu, assassinant 269 personnes à bord
et ont menti à ce propos. Le président américain d'alors, Ronald Reagan, tient alors une allocution télévisée où il tient des propos, il qualifie le crash de massacre, de crime contre l'humanité, de provocation ou encore d'acte de barbarie. C'était un acte barbare, commis par une société qui méprise sans vergogne les droits des individus et la valeur de la vie humaine, et qui cherche constamment à s'étendre et à dominer les autres nations. C'est là la première fois depuis la crise des missiles de Cuba que la tension est aussi forte. En gros, ça peut péter n'importe quand. Et Stanislas, dans son bunker, il est un peu au courant de tout ça. Mais il va avoir un éclair de génie. Les Américains ont des centaines de missiles nucléaires. Alors pourquoi, dans ce cas, on n'en envoyait que 5 ? Faut avouer que les satellites soviétiques, ils étaient pas vraiment réputés pour leur grande fiabilité. Il fait alors un pari fou qui va à l'encontre de ses ordres. Et c'est un bug. Alors que la procédure veut qu'il informe immédiatement ses supérieurs pour que la réplique soit lancée dans les 30 minutes. Et quand je dis réplique, je dis bien balancer tout ce qu'on a, c'est-à-dire des armes nucléaires, sur la tronche des États-Unis. Mais au lieu de faire ça, le lieutenant-colonel Petrov décide d'informer sa hiérarchie en leur disant de ne pas s'inquiéter et que c'est juste un bug. Il attend, en espérant ne pas s'être trompé, et puis... rien. Il avait raison, aucun missile américain n'a été tiré. Il racontera plusieurs années après que c'était pour lui les minutes les plus longues de sa vie. Et on comprend que pour lui c'était comme s'il était prisonnier sur une chaise brûlante. Il rentre donc chez lui et s'enfile une petite bouteille de vodka avant d'aller dormir. C'est normal, Non. Et d'ailleurs en partant il oublie de remplir son rapport de la soirée, ce qui lui vaudra un blâme. Ouais, le mec sauve le monde et reçoit un blâme. Encore pas de chance. On découvrira par la suite que ce que les satellites ont pris pour des missiles était simplement des reflets du soleil sur les nuages. L'histoire sera tenue secret défense, évidemment, jusqu'en 1998. Fallait pas que le monde découvre la fiabilité indiscutable des satellites soviétiques. Stanislas Petrov recevra la médaille du mérite, puis une distinction en 2004 de l'homme qui a sauvé le monde, de la part de l'association Of World Citizen, ainsi que d'autres distinctions par la suite et même un film sur cette fameuse soirée. L'homme a par la suite donné plusieurs interviews, mais il est resté assez discret. En septembre 2017, un ancien ami à lui, allemand, l'appelle pour prendre des nouvelles. Il tombe alors sur sa fille qui lui apprend que l'homme qui sauva le monde s'est éteint 4 mois plus tôt dans l'anonymat le plus total. Bon, ça c'était l'histoire de l'homme qui nous a évité une 3ème guerre mondiale, mais tout ça c'est un peu un prétexte pour vous parler d'un autre truc. MAD, qui porte bien son nom puisque ça veut dire folie. Et MAD c'est pour Mutual Assisted Destruction, ce qui en français donne DMA, qui ne porte pas bien son nom, ça veut rien dire. Qui signifie destruction mutuelle assurée. Du coup je vous montre ça. Drôle de jeu où pour gagner il ne faut pas jouer. Et on faisait une petite partie d'échecs. C'est tiré du film Wargame, sorti justement en 83, où face au manque de fiabilité de l'homme, on décide de remplacer le rôle de celui qui doit signaler une attaque nucléaire par un ordinateur. Ce dernier se rendant compte à la fin, en analysant une suite de scénarios possibles, que dans tous les cas le monde serait détruit si une guerre thermonucléaire venait à avoir lieu. Et c'est ce qui définit le MAD, cette doctrine qui en quelque sorte empêche toute guerre nucléaire aujourd'hui. C'est un peu comme quand on dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Sauf que là c'est plutôt la dissuasion. L'arme nucléaire n'a plus été utilisée dans un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, malgré de nombreux accords, les ogives nucléaires continuent de proliférer. Et du coup, si machin attaque truc, truc répliquera et au final personne ne pourra gagner, car machin et truc ont suffisamment de quoi tous nous faire sauter. Enfin voilà, MAD pour le moment ça marche bien, c'est même l'un des arguments que l'on peut lancer à ceux opposés aux armes nucléaires, mais bien évidemment il y a des failles qui peuvent venir tout autant de l'homme que de la machine. Ce soir du 25 septembre 83, il était 22h15 à Paris. Vous n'étiez peut-être pas né, ou alors vous dormiez, mangiez, travailliez ou regardiez la télé, et au même moment, à quelques milliers de kilomètres de vous, le sort de tout un monde était entre les mains d'un seul homme. Et c'est un peu flippant. Merci d'avoir regardé cet épisode, tu peux penser au like, au commentaire, à t'abonner, allez me soutenir gratuitement sur Utip, et aussi c'est nouveau, j'ai ouvert un Tipeee pour ceux qui préfèrent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.